体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Bon, alors chapitre 69, ça commence avec notre ami Granola qui retourne donc sur sa planète, donc c'est la planète Céréales, hein, je crois, du coup, le nom officiel apparemment. Et du coup on peut voir un peu les habitants et tout, alors ils sont un peu différents de lui, on sait pas trop, j'ai pas trop compris si c'était aussi des céréaliens qui du coup il y a différentes ethnies ou quoi, ou si c'était d'autres, parce qu'à un moment donné on nous explique voilà, que la planète elle a eu pas mal de mal à se remettre de l'attaque de Freezer, qu'ils ont été aidés par le clan des Haters pour reconstruire un petit peu la planète, mais tu vois encore les stigmates de l'invasion des Saiyajin et de l'armée de Freezer. Donc ça j'ai bien aimé ce côté là où voilà on nous montre un peu sa planète et tout, ça a l'air, ça fait très Terre hein, au final, hein, c'est très proche de la Terre, notre petit Granola qui a l'air d'être apprécié. Alors ce que j'apprécie pas mal aussi c'est qu'on nous met en avant quand même pour le moment le côté Granola, il a l'air quand même d'avoir dans le fond plutôt bon cœur, tu vois, enfin il a l'air d'être apprécié par les gens. Tu vois, c'était ça aussi que je voulais voir, parce que dans les précédents chapitres, il nous montrait vraiment le côté chasseur de primes, où tu sens que... Tu sais, il y a une petite part d'ombre quand même dans le personnage, on sent voilà, qu'il veut se venger, tout ça, et il fait très froid et tout. C'était assez sympathique du coup, de voir un autre aspect de sa personnalité, où du coup... il y a un aspect un peu plus, on va dire, humain quoi, enfin, un peu plus céréalien, un peu plus positif, donc j'ai bien aimé ce côté-là de nous montrer ça du personnage, donc bon voilà, il achète de l'eau, tout ça, alors ça c'était assez rigolo, par contre j'ai bien aimé, tu sais au début il fait ses courses, il achète de l'eau et tu sais pas trop pourquoi, on te parle d'un vieux... il parle d'un vieux, le magasinier, est-ce qu'il va bien et tout, alors l'autre il lui dit ouais quand il est à 500 ans c'est normal, il commence à avoir mal aux genoux, c'est pour ça il descend plus trop de la montagne pour venir dans le village et tout. Et du coup après on enchaîne sur la première petite révélation avec donc le personnage de Monaito, je crois, c'est un truc comme ça, qui est un Namek. Alors avant ça il y a un petit passage sympathique où en fait Granola il remonte chez lui en haut de la montagne et il a une espèce de monologue avec son IA là, il parle beaucoup à son IA. C'était un peu fort mais vous avez quand même compris ce que j'ai dit quand même sur le début. Mais donc ouais, l'introduction plutôt sympatoche, et puis bon bah le petit passage sympa c'est ça on va y revenir après. C'est donc là, bon entre temps on va revenir après hein, sur Vegeta et Akaishin, je reste pour l'instant sur le Granola, mais du coup après il arrive chez lui avec donc c'est, je dis pas tout le c'est Monaito son nom, ouais, le Namek. Donc ça c'est la petite révélation, voilà son ami, ah il est là, il a un design plutôt sympathique, il fait vraiment, bah il rappelle le Tout-Puissant en fait, hein, vraiment, hein. Il fait vraiment pour le coup, ça rappelle vraiment le Tout-Puissant, donc 500 piges. Donc l'eau du coup c'était pour lui, ça j'ai bien aimé, le petit clin d'œil tu sais, bon voilà pour les fans, les Namek ils ne boivent que de l'eau comme Piccolo. Ouais c'est ça, Granola c'est pas un mauvais gars dans le fond, tu vois que il est ce qu'il est à cause de Freezer, bah oui c'est ça, hein. J'ai bien aimé le Tout-Puissant avec des dents moi, bien vu The Frank, et bienvenue à tous ceux qui arrivent, hein. Pour rappel, hein, je refais la petite parenthèse, je fais mon petit monologue et je vous dis ce que j'en ai pensé et après je rebondis sur tout ce que vous dites dans le chat, hein, vous inquiétez pas. Mais donc du coup, ouais, bon la révélation du vieux Namek et tout ça, sur le coup, moi j'ai trouvé ça ok, c'est plutôt sympathique, voilà, il y a des Namek, bah pourquoi pas, hein, dans l'espace. Alors après, on va attaquer un gros morceau de cette review, un truc que j'ai moins aimé, donc forcément, qui dit Namek égale souvent Dragon Ball. Donc là après on a un espèce de gros morceau du chapitre que j'ai trouvé un peu lourd mais qui peut être pas mal pour rafraîchir la mémoire des gens, c'est-à-dire que on a une petite phase où on nous rappelle un petit peu les règles avec les Dragon Ball. Donc comme quoi voilà, il peut exister plusieurs Dragon Ball dans l'univers. Alors là il y a un petit truc qui a été rajouté, parce que ça je suis pas sûr que d'origine c'était dit, hein. Là ils ont modifié une règle en disant
le nombre en fait, et leur puissance peut varier selon leur créateur. Ça, je sais pas si c'est... Il me semble que ça, dans les règles de base, j'avais jamais entendu parler du nombre. Et je me souviens de la taille, mais le nombre, je m'en rappelais pas. Peut-être que le nombre, ça y était aussi, mais la taille, je me souviens qu'elle peut varier, parce que c'était comme ça qu'on nous incorporait les boules de Namek avec des énormes boulasses. Bon, bah là, du coup, c'est des petites boulasses. Et du coup, il y en a 2 sur la planète de Granola. Donc, de toute façon, dès qu'on voit un Namek, on a tout de suite compris, je pense, en tant que lecteur. On comprend tout de suite où est-ce qu'il veut en venir. Et ça m'a gêné tout de suite, en fait. Je me suis dit, putain, encore des Dragon Ball. Parce que tu te doutes de ce qu'il va vouloir faire avec ça. Et on disait la dernière fois, je le dis à chaque review, que le gros point noir pour moi de Dragon Ball Super, c'est qu'il y a trop de portes de sortie, trop de façons de désamorcer l'intrigue. Et là, tu te dis... encore des Dragon Ball, et en plus, genre, il faut que 2 Dragon Ball pour invoquer Shenron. Bon, après, les Dragon Ball, c'est des billes. Salut, Edwine. Je sais pas si vous avez vu la taille des Dragon Ball. C'est... elles sont plus petites que les Dragon Ball terriennes, quoi. C'est vraiment... c'est une toute petite bille, quoi. C'est vraiment tout petit, quoi. Elles sont mimi. Les Super Dragon Ball, elles sont issues d'un Namek aussi. Putain, tu me poses une colle. Il me semble, Foreman OneCam, que les Super Dragon Ball... Je sais plus comment c'était expliqué. Tiens, tu me poses une colle. Je sais plus, tu vois. C'était expliqué, c'est sûr. Est-ce que ça vient des Namek ou pas? Je crois que ouais, hein. Je crois qu'il me semble que ouais, je sais plus. Toi, je sais que c'était expliqué, il y avait un truc qui disait... Oui, voilà, il parle d'un certain Zarama. Il me semblait bien qu'on avait son nom et tout, ouais. Mais ouais, alors en plus, l'autre truc aussi, l'autre petit cliffhanger, c'est de te dire... ouais, les Namek, tu crois qu'ils venaient de la planète Namek? Eh ben non, c'est comme les Saiyans en fait. Ils viennent pas de la planète Vegeta. Les Saiyans, ils venaient de la planète... c'était quoi, Plante? Non, Salada. À la base, on n'a jamais vu d'ailleurs toujours pas la Salada de l'épisode de l'univers 6, mais il y aurait eu une Salada apparemment sur l'univers 7, mais qui avait été déjà détruit par les Saiyans eux-mêmes. Et donc du coup les Namek apparemment ne viennent pas de la planète Namek, en fait ils viennent d'une autre planète avant. Alors c'est là où j'ai pas très bien compris si... Ah, les Namek avaient juste pris des fragments pour faire les leurs, d'accord. Ok, autant pour moi DBS Tori. Mais du coup, alors si j'ai pas super bien compris, j'ai cru comprendre dans la manière où c'était formulé dans le chapitre. Faudrait que je voie après avec les trades. Mais moi j'ai cru comprendre qu'en fait, il sous-entendait que les Namek ils venaient de la planète céréale en fait limite, et qui se sont barrés. Et il y a plus que Monaito qui est resté en arrière et qui est resté sur cette planète quoi. Donc bon voilà, ils ont voulu retoucher un peu voilà un petit peu au background des Namek. Pourquoi pas, mais bon le problème c'est encore des Dragon Ball. Bon ok, sachant que bon on va faire tout de suite le saut hein, parce qu'après voilà le reste du chapitre ça va être la partie Végétabirus, on va se le garder pour la fin. Je trouve que c'était le truc le plus intéressant, mais du coup bon bah le chapitre se clôt avec notre ami Granola qui nous expliquait hein, au cours du chapitre que il faudrait qu'ils réunissent la 2e Dragon Ball pour pouvoir faire un vœu. Bien sûr, Monaito le met en garde en lui disant les Dragon Ball elles sont pas faites pour se venger, elles sont pas faites pour faire le mal, machin et tout. Il nous parle aussi du fait qu'à la base elles sont utilisées, bon ça c'était déjà dit dans le manga officiel, qu'elles étaient remises en récompense aux guerriers Namek au cours d'un rituel, machin, bon ok. Alors il dit que les Namek viennent d'un autre monde et qu'ils sont pas tous venus sur la planète Namek, mais qu'ils viennent de céréales, juste que certains sont venus sur Namek. Certains sur Terre, d'autres sont ailleurs. D'accord. Ouais, moi c'était un peu bizarre comment c'était formulé, donc je savais pas trop s'il disait qu'ils venaient de céréales ou mais bon, en tout cas, ouais, ils viennent d'ailleurs, quoi. Ils sont pas d'originaire de la planète Namek, quoi. C'est une planète qu'ils ont récupérée plus tard, quoi, visiblement. Et donc du coup, oui, on revient sur Granola qui récupère les 2 Dragon Ball. Alors, il explique que c'est super dur de les récupérer parce que bon, forcément lui il a pas le détecteur, elles sont toutes petites, c'est la taille d'une bille sur une planète entière, et il t'explique qu'il a déjà passé longtemps à les chercher, il a jamais trouvé, et là coup de bol, le destin fait que il y a un chercheur d'insectes
ça m'a fait poiler, qui la trouve par hasard et du coup lui il décide de la lui voler. Donc déjà mine de rien on nous montre petit à petit des facettes du personnage où tu vois que sur sa planète ça a l'air d'être quand même un bon gars. On nous a montré une part un peu plus sombre de lui qui fait très froid en tant que chasseur de primes et à l'extérieur de la planète. Et on nous montre aussi que il a pas spécialement d'état d'âme quand même, hein, voilà, il a pas peur de voler ou quoi pour parvenir à ses fins. Ça nous donne des petites pistes peut-être potentiellement sur la suite de l'histoire, que pour parvenir à ses fins, il a pas vraiment froid aux yeux. Après, de là mettre la vie d'innocent en danger ou quoi, on n'en est pas là, mais bon, ça pourrait peut-être arriver. Et donc, le chapitre se clôture avec l'invocation de Shenron, du nouveau Shenron, donc le Shenron céréalien, avec seulement 2 Dragon Ball. Alors ça, c'est pété quand même. Alors, il y avait quelqu'un sur le chat qui disait que par contre, le design... Ah ouais, c'est Chien des Poubelles qui disait que le design du nouveau dragon est stylé. J'avoue qu'il est très très beau. Il est plus beau, je trouve, que le Shenron des Super Dragon Ball. C'est ça, c'est triste quand même. Le Shenron des Super Dragon Ball, c'était quand même un peu la tristesse. Il a un petit côté quand même, on reconnaît un peu au niveau des yeux, je trouve. Ça rappelle un peu Super Shenron, mais ouais, il a vraiment de la gueule. Il a vraiment, en termes de chara design, là, il y a vraiment un truc, quoi. Il est vraiment très très beau. Mais donc du coup, ça se clôture avec Granola qui a le droit de faire un seul vœu. Et le dragon lui dit qu'il l'exaucera par rapport à sa puissance, hein, si c'est en ses capacités. Et son vœu, c'est qu'il veut devenir le plus puissant guerrier de l'univers, en gros. Le fameux truc qu'on nous vend depuis plusieurs chapitres, hein, c'était amorcé comme ça, le plus puissant guerrier de l'univers. Et donc, on sait pas, ça se termine comme ça. Donc là, déjà, on va pouvoir discuter pas mal. Parce que du coup, on sait que Shenron, normalement tous les Shenron, ils peuvent pas exaucer un vœu qui va au-delà de leur puissance propre ou de leur capacité. Enfin, c'était plus ou moins expliqué comme ça. Je sais qu'il y avait quelques petites choses qui étaient un petit peu controversées dans le manga lui-même, parce qu'au début, le Tout-Puissant t'explique que ça peut pas aller de sa propre puissance. Donc Shenron, des fois, je me rappelle qu'il répondait des trucs... notamment à la fin de l'arc Cell, que c'était trop puissant pour lui, ou même tu vois on pouvait pas lui demander genre de détruire Freezer ou quoi, ou Cell, parce que ils étaient plus puissants que lui. Donc je sais pas si c'est par rapport à la puissance de son compteur ou sa puissance lui-même. Je pense que c'est un peu des deux quand même, parce que sur le Shenron de Terre, effectivement, t'avais, je me rappelle, il y avait une espèce d'ambivalence avec le fait que si ça dépassait la puissance de son créateur, il pouvait pas aller au-delà. Mais on a vu avec le Shenron de Namek que déjà c'était un petit peu plus, tu vois, en termes de puissance, l'équilibre c'était un peu particulier, parce que le Shenron de Namek, il pouvait ressusciter à balles de gens et tout. Mais c'est pareil, on pouvait pas lui demander un truc du genre de supprimer quelqu'un ou quoi, enfin ils ont jamais fait ça. Après il y a le Super Shenron, donc c'est pour ça que je me dis, mais si là le vœu il est exaucé, si ça fonctionne, moi je vais vous dire un truc, je pense que ça marchera pas, mais on va y revenir. Mais déjà là, si ça fonctionne, pour moi ça va créer une énorme incohérence, parce que même déjà à la base tu te dis, mais dans ce cas-là, là en fait, s'il veut devenir le plus puissant guerrier de l'univers, les Super Dragon Ball me paraissent pouvoir le faire. Mais si ces deux petites Dragon Ball, ce Shenron là qui a pas l'air plus ouf que ça, il exauce un vœu pareil, tu te dis mais c'est trop bizarre, parce que devenir le guerrier le plus puissant de l'univers, on peut dire que actuellement, bon je pense que les dieux ne comptent pas, les anges ne comptent pas, donc actuellement on peut dire que je pense que le guerrier le plus puissant de l'univers, ça doit être Goku. Donc ça veut dire devenir plus puissant que Goku avec l'Ultra Instinct. Donc je me dis, soit on va nous refaire une espèce de... je pense pas que ça soit ça, mais ça serait drôle. Soit en fait, parce que vu qu'il dit « Je veux devenir le guerrier le plus puissant de l'univers », ça se trouve, Granola il va devenir Goku. Ça va nous refaire une blague en fait, tu vois. Il va peut-être juste échanger le corps, tu vois. Il va devenir Goku, tu vois. Il va lui dire, écoute, le guerrier le plus puissant de l'univers, c'est Kakaroto, et puis voilà, il devient Goku, quoi. Ça se trouve, on va partir encore sur un truc comme ça. Bon, ça serait con. Après, ce qui serait logique, je pense, à mes yeux, hein, ce qui serait logique, c'est que Shenron réponde, je ne peux pas exaucer ce souhait, car ça dépasse mes capacités. Peut-être que là, Granola pourra lui sortir un truc du genre, mais alors comment devenir le guerrier le plus puissant de l'univers, il va lui répondre, entraîne-toi, enculé, et démerde-toi. Non, mais il va peut-être lui dire, moi je peux pas, mais le Super Shenron peut, tu vois, par exemple. Il va peut-être lui sortir un comme ça. Et du coup, enfin, dans Dragon Ball Super, on partirait enfin réellement à la chasse des Super Dragon Ball. Et ça pourrait être sympa.
Parce que putain, on n'a jamais eu la chasse des Super Dragon Ball entre Univers 6-7. Au final, ça, on se l'était fait enfler, quoi. Donc, il faudrait peut-être s'en servir un peu des univers. Surtout que pour avoir les Super Dragon Ball, c'est avec Univers 6 plus Univers 7. Ça faudrait peut-être faire quelque chose avec ça, peut-être. Mais bon. Il va peut-être téléporter vers quelqu'un qui peut l'entraîner. C'est une bonne idée, Skydro. Après, le mec, il a intérêt à être vénère hein, pour l'entraîner et le faire dépasser Goku là maintenant. Parce que on a compris que Granola, il avait une certaine puissance, tu vois. Mais que voilà, c'était pas un truc de fou non plus, quoi. Il se ferait éclater par un Saiyan, quoi. Du coup, il y a plein de remarques intéressantes dans le chat. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Toriyama et Toradora, ils essaient de nous induire en erreur et ils ont sûrement mis ce passage avec le vœu de Granola juste pour nous faire croire que c'est lui le guerrier le plus fort univers 7 alors que ce sera sûrement pas lui. Alors ça, on en parlait la dernière fois. Hein. Effectivement, est-ce que, ça c'est toujours la grande question, est-ce que Granola sera réellement l'antagoniste de cet arc ? Dragon Ball, surtout si c'est vraiment Toriyama derrière, il aimait beaucoup jouer avec ça, faire traîner les choses et que le vrai antagoniste arrive plus tard. Et bah du coup c'est nickel ce que tu me dis Gigacalv, parce que est-ce que c'est en rapport avec Jiraiya, je sais pas, mais bon c'est pas mal ce que tu me dis parce que ça me permet de rebondir sur une autre partie du scan, c'est la partie avec les haters, donc le gang là qui est l'opposé hein, du clan de Freezer, qui est en train d'extraire la mémoire de 73 hein, avec une espèce de, ça fait une espèce de projection holographique où ils ont des passages, on voit notamment Milus et tout ça, et donc ils sont en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et aussi il y a un espèce de focus avec les Dragon Ball, puisque ils font une remarque par rapport à Freezer qui a ressuscité et tout ça, donc il y en a qui expliquent qu'ils ont déjà entendu parler de ces trucs-là, que c'est les Namek qui les ont créés, donc on les utilise encore hein, quand même, hein. Ils sont très importants les haters, on s'en sert dans chaque chapitre là, on est en train de développer aussi leur intrigue de leur côté, en plus de celle des Saiyans et de Granola. Donc c'est pas impossible que le véritable antagoniste se trouve chez les haters, comme je disais la dernière fois. Il y aura peut-être un rebond avec ça. Notamment, on parlait du fait que l'utilisation de la puissance de 73 qui avait effectivement mémorisé les techniques de Milus, donc de l'Ultra Instinct et d'Ange, c'est un bon point pour faire un power-up d'un potentiel antagoniste vraiment méchant. Parce que les haters, on sait pas trop hein, vraiment, voilà, hein, ça a l'air d'être d'espèces de mercenaires, est-ce qu'ils sont gentils ou pas, ils ont l'air quand même assez particuliers, notamment quand Granola explique un petit peu sa planète, comment voilà, comment ça s'est passé après l'attaque de Freezer et tout. Il explique quand même que les haters, bon, ils sont venus les aider, mais ils en sont servis quand même un petit peu, tu vois. Ils se sont servis un petit peu de leur faiblesse pour profiter un petit peu d'eux, quoi. Et c'est ce qui le dégoûte aussi un petit peu, donc je trouve ça plutôt intéressant. Le jour où l'animé va reprendre, ça peut être un truc de fou. Ah, ça peut être sympa en animé, ils peuvent peut-être corriger des trucs, parce que sur la partie visuelle du chapitre, moi je suis pas forcément bon là-dedans, mais je vous dirais, j'ai quelques remarques peut-être à faire, il y a des petits trucs quand même qui me dérangent, mais voilà, en soi la partie Granola pour l'instant on peut pas dire grand chose. Écoutez, je vous laisse un peu la parole. Est-ce que pour vous le vœu va être exaucé ? Est-ce que pour vous déjà, deux questions. Est-ce que pour vous le vœu de Granola va être exaucé ? Et est-ce que si c'était le cas, si c'était exaucé, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous ça casse un peu un truc dans le manga ? Est-ce que c'est incohérent ou est-ce que vous êtes prêt à l'accepter si potentiellement derrière il y a une bonne explication ? Après, si le dragon peut vraiment exaucer ce vœu-là et que derrière il n'y a pas une très bonne explication pour expliquer que le dragon est puissant, après ça se trouve ils vont peut-être nous sortir, ils ont dit que Monaito pour l'instant on suppute qu'il a 500 ans parce que c'est au dire de Granola. On va peut-être nous faire une quenelle et peut-être que c'est un mec qui est encore beaucoup plus vieux que ça et qui est vachement balèze, tu vois. C'est peut-être Maître Yoda, tu vois, tu sais pas. Donc bon, parce que après il y a un truc, tu vois, qui paraît un peu ridicule, c'est de te dire les Dragon Ball. Parce que Toriyama, il aime bien faire ça, tu sais. Il avait expliqué, notamment avec Freezer, il aime bien, tu sais, faire en sorte que les choses qui paraissent les moins agressives soient en fait les plus puissantes, tu vois. Notamment Freezer qui paye pas de mine, il est plus petit que les autres et tout. En fait, il est super balèze. Du coup, tu peux te dire, tu vois, ces petites Dragon Ball, c'est la première fois qu'on voit ça, il en faut que 2 pour invoquer le dragon. Tu peux te dire instinctivement, elles ont l'air nulles. Mais peut-être qu'en fait, c'est tout le contraire. Tu te dis, peut-être seulement 2 petites Dragon Ball pour faire invoquer Shenron et faire un vœu.
en fait c'est peut-être ultra balèze finalement, elles sont peut-être super puissantes, et peut-être qu'on va nous le justifier sur le fait que Monaito en fait il est très très puissant, c'était peut-être un vieux sage, peut-être, va savoir, Mutaito qui égale le fameux Zalama, c'est Zalama qui s'appelait Zalama ou Zalama, voilà, peut-être que c'est lui, on va peut-être nous... Parce que là, c'est vrai qu'on a l'air enfin essayer d'utiliser un petit peu du background qui a été construit dans Dragon Ball Super, notamment avec la partie Vegetavirus, je vais y revenir, ça c'est vraiment le truc que j'ai apprécié. Surtout qu'il faut que 2 Dragon Balls pour ce Dragon Ball là, mais après peut-être que c'est le level de Super Shenron. C'est vrai qu'en plus il lui ressemble un petit peu à Super Shenron quand même. Maître Yoda mais avec des genoux faibles. Les genoux de Yoda hein, sur la fin, quand 900 ans comme moi tu auras, moins en forme que tu seras. Hein. Imagine le dragon, le TP chez Uno et il lui dit où sont les Super Dragon Ball pour faire son vœu. Ça peut... en vrai, c'est pas une théorie inintéressante, hein, ça pourrait le faire. Hein. Moi, une chasse au Super Dragon Ball, ça me déplairait pas. De profiter, tu sais, moi j'aimerais bien revoir l'univers 6. Enfin, moi ce que j'aimerais, c'est vraiment que les personnages partent un petit peu, tu vois, explorent un peu cet univers et que ça arrête de se passer tout le temps au même endroit. Enfin, je sais pas, on a 11 univers, on n'a rien exploité dans Dragon Ball Super, c'est vraiment dommage, quoi. Salut Swinei, pour moi pas exaucer le vœu mais une quête sur les origines Dragon Ball Namek etc, tout ça pouvant se messer le Saiyan à Freezer etc. A plus Skydraw, la bonne soirée à toi. Mais s'il fait le vœu de réunir tous les Super Dragon Balls, alors ça j'y ai pensé aussi. Alors il a le droit qu'à un vœu, donc après du coup s'il lui répond je peux pas faire ça, mais par exemple les Super Dragon Ball elles le pourraient. Est-ce que s'il fait le vœu réunit les Super Dragon Ball, est-ce qu'un truc pareil ça passe? En vrai c'est juste faire téléporter des trucs, donc ça me paraît pas irréalisable pour un Shenron. Ça serait pété hein. Ça serait pété. Après le problème de ça c'est que putain bon de toute façon c'était déjà le cas hein, parce que tu te dis rien n'empêchait finalement les terriens de réunir leur Dragon Ball et d'invoquer peut-être Shenron pour demander de faire apparaître un Namek God, va savoir. Ouais, je suis d'accord avec toi, Elouani. Un peu d'enjeu et de voyage, ça pourrait être sympa. Du coup, bon, je vais rebondir et je répondrai à tous vos messages. Sachant que le chapitre s'arrête avant la réponse du dragon, c'est qu'il va pas réaliser le vœu, c'est juste pour laisser le suspense. Ah, tu sais, ça peut marcher dans un sens comme dans l'autre, Zilla Séné. Hein. Ils peuvent arrêter là pour... Bon, de toute façon, c'est fait exprès pour qu'on mijote, et ça, c'est plutôt bien. Moi, je trouve que c'est une très bonne fin de chapitre, ça te fait te poser des questions pour le prochain, donc ça, y a pas de souci avec ça. Après, le problème, c'est que si tu te dis, putain, s'il réalise le vœu, si derrière, c'est pas bien justifié, ça crée pas mal d'incohérences. Mais je trouve que c'est une bonne fin de chapitre pour ça, hein. Ça va faire languir jusqu'au 19 mars. Du coup, on va passer sur l'autre gros morceau. Et après, je rebondirai sur tout ce que vous dites. On va parler de Vegeta et de Bilus. Donc Vegeta qui s'entraîne toujours avec Bilus. Enfin, qui se fait botter le cul, j'ai envie de dire. Bilus. Je pense que c'est vraiment le passage que j'ai préféré. Même si j'ai bien aimé hein, la surprise avec le Namek. Mais comme je dis, après, j'aime pas trop le fait de me dire... encore des Dragon Ball, mais bon, le chapitre met en avant quand même un problème qui va être de plus en plus important s'ils veulent continuer à raconter des choses dans Dragon Ball Super, c'est que s'ils essayent de continuer de raconter des choses qui se passent que dans l'univers 7, ça va devenir de plus en plus compliqué d'avoir des antagonistes assez puissants et de justifier leur puissance. Donc là, on peut plus trop nous sortir des antagonistes comme Molo qui sort un peu de nulle part et qui était ultra balèze, en fait, plus balèze, enfin aussi balèze qu'un dieu, machin et tout. C'est chaud de sortir des mecs comme ça et de dire ah bah regarde, et donc là on essaye de nous montrer des antagonistes qui donc du coup doivent devenir super puissants pendant l'arc qu'ils racontaient. Du coup ça commence à être problématique. C'est pour ça qu'après je pense que s'ils veulent continuer de raconter des trucs encore longtemps et Dragon Ball Super, il va falloir à un moment donné aller explorer un peu les autres univers. Il va falloir avoir une raison qui justifie le fait d'explorer les autres univers. Bref, je ferme cette parenthèse là et on revient sur Vegeta. Alors c'est le passage que j'ai beaucoup apprécié parce que enfin on reprend un peu du background de Dragon Ball Super, parce que oui, dans Dragon Ball Super ils avaient essayé quand même de poser un peu de background, notamment sur les dieux de la destruction et tout, et ça avait été tellement mis de côté ça. Et notamment un truc, à l'époque j'en avais beaucoup parlé de ça, où au tout début de Dragon Ball Super on découvrait que c'était Bilus qui avait commandité en fait plus ou moins la destruction des Saiyajins. Donc on avait découvert que c'était lui qui avait demandé à Freezer
d'aligner les Saiyajins, sinon il s'occupait de son cas. Et donc du coup, ça, je me suis toujours dit, putain, mais quand Vegeta va apprendre ça, ça va être ouf en fait. Et ils en ont jamais rien fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir dans le chapitre cette petite révélation. On comprend pas trop ce qu'essaye de faire Bilus. Il essaye un petit peu d'éveiller, j'ai l'impression, Vegeta. On dirait qu'il essaye de le mettre un peu en colère, de le mettre un peu hors de lui. Parce qu'il joue sur la culpabilité des Saiyans d'avoir détruit des planètes. Il joue beaucoup là-dessus. Et il joue sur le fait que, tu sais, ils peuvent pas rejeter la faute sur Freezer, que ça reste quand même de la leur, machin et tout. Vegeta réagit pas trop finalement à ces provocations, et il dit même de lui-même que ce qui a conduit la perte des Saiyajins, c'est pas forcément Freezer. De toute manière, c'est aussi le comportement de son père à vouloir étendre finalement son royaume et de vouloir toujours plus. Donc ça, j'ai plutôt trouvé ça aussi intéressant de voir un petit peu finalement ce que on n'a jamais trop su ce que pensait de Vegeta. Notamment des Saiyans. On sait qu'il est très fier, machin et tout, mais c'est plutôt sympa d'avoir ce côté-là. Salut Mangakai. Donc j'ai bien aimé ce passage et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on réutilise le fait que c'est Bilus qui avait plus ou moins commandité la destruction des Saiyajins, même si je pense que ça arrangeait bien Freezer. Et du coup, à ce moment-là, petit pétage de cap de l'ami Vegeta, qui passe en Super Saiyajin Blue et qui là répond aux provocations. Et puis se fait quand même totalement maîtriser, hein, pour bien nous rappeler que même si Vegeta a plus ou moins une espèce de Super Saiyajin Blue amélioré, bon, même si là il est pas en Super Saiyajin Blue Evo là, comme il y en a qui l'appelaient, hein, même si en manga c'est assez chaud de voir la différence. Mais du coup il se fait quand même botter le cul. J'ai bien aimé d'ailleurs ce passage là où Bilus lui monte dessus et lui fait la leçon. Et du coup, il revient sur une de ses... Alors oui, il y a ce passage aussi que j'allais zapper qui est génial, où il lui accaille son armure. Ça, c'est terrible, hein. J'ai trouvé ça génial. Hein. Et où on a même le rappel de Goku qui explique qu'il avait voulu copier sa technique, on se rappelle. Alors ça, dans l'anime, il n'y a pas eu, mais dans le manga, effectivement, contre Zamasu... je crois que c'était même contre Gatai. Il y a Goku, à un moment donné, qui utilisait le Hakai. Et il dit, en fait, il rappelle ça, il dit qu'il avait essayé de le copier, mais que c'était très compliqué. Et même Whis rebondit là-dessus. Alors là, on essaye un peu de nous redorer le blason, j'ai l'impression, des dieux de la destruction, qui avait été quand même vachement mis de côté. On essaye vraiment, j'ai l'impression qu'ils essayent de reconstruire quelque chose en mode, voilà, les dieux de la destruction, ils ont leur propre puissance. Voilà, ils essayent de construire un truc là-dessus, et on se doute que Vegeta, hein, il va tout droit là-dedans. Et Beerus qui nous sort sa phrase fétiche du début du manga, avant la création, il y a eu la destruction. Et Vegeta a l'air de faire tilt. Alors, du coup, je sais pas trop, est-ce que ça l'emmène? Est-ce qu'il incite en fait à finalement à écouter que ses instincts primaires, tu vois, à redevenir un peu le Vegeta bestial qu'il était comme au début du manga? Est-ce que c'est pas d'ailleurs un peu dangereux ça? Je sais pas, mais parce qu'on voit que Bilus, quand il s'emporte, tu vois, il pourrait être limite incontrôlable, il pourrait tout péter, et t'as Whis qui est tout le temps derrière pour le contrôler. Donc est-ce qu'on va pas partir dans un délire comme ça, en mode Vegeta incontrôlable, et ce sera Goku qui finalement sera derrière pour le tenir en laisse? Je sais pas. Mais du coup, ouais, j'ai bien aimé ce passage-là avec Vegeta, j'aime bien ce qu'ils sont en train d'essayer de construire. Ça peut donner quelque chose de sympa, même si moi j'ai perdu espoir sur le fait de voir Vegeta briller, quoi. Et donc voilà, bon après pour l'instant on peut pas dire grand chose, même si on se doute fortement que Vegeta va obtenir, je pense. Est-ce que ce sera une transfo ou quoi? Mais on sent qu'il va obtenir forcément, certainement la capacité à utiliser le Hakai. On verra. Ça pourrait être très très drôle, le Vegeta en tenue Akaishin, par contre. Ça pourrait être très fun. Est-ce que du coup il aura l'aura violette, tout ça? Est-ce qu'on va partir sur un Purple Vegeta? En fait, moi ce que j'ai hâte de découvrir, c'est est-ce que vraiment il y a une espèce de mode Akaishin, tu vois, ou avec, comme dans l'anime, avec l'espèce d'aura violette et tout. Est-ce qu'ils vont vraiment partir à fond dans ce délire-là? Et donc du coup, on assume complètement le côté Power Rangers avec force blanche, force violette, force verte et compagnie. C'est ça un peu qui est un peu con, c'est un peu en train de devenir comme ça, quoi, Dragon Ball Super.
Mais bon, j'ai quand même bien aimé ce passage. Donc grosso merdo, pour conclure, moi de mon côté, le chapitre, j'ai trouvé sympathique. En termes de... par contre, d'illustration, j'ai pas trouvé de truc fou. J'ai même trouvé que là, on retombait un peu dans les travers de Toyotalo avec des pages... Enfin, ça fait bizarre pour du Dragon Ball, en fait. Après, ça se suit, hein. Mais on a des pages comme celle-ci, tu vois, qui sont vraiment surchargées. On retourne aussi... Alors moi, j'ai pas l'œil hein, pour ça, mais même avec un œil de néophyte, il y a des passages où, tu sais, qui sont ultra surdécoupés, les actions. C'est le chef Otaku qui en parlait beaucoup de ça, hein, mais bon, même... Enfin, là, pour le coup, ça saute aux yeux, quoi. Les scènes d'action, bon, ça passe, mais il y a une scène, notamment, qui m'a sauté aux yeux, c'est ça. Enfin, vous savez, quand le poisson oracle, il sort de son bocal, t'as 6 cases. T'as 6 cases, en fait, pour t'expliquer que le poisson oracle, il est sorti du bocal. Et ça fait remplissage, un petit peu. Donc j'ai pas... et encore 6, je suis gentil, parce que ça continue la page d'après. Ouais, le poisson oracle, ouais, c'était... ça, je pense que ça sautera aux yeux à tout le monde. C'est... tu te dis... c'est vrai que ça manque de pleine page. Ouais, même pour Shenron, j'avoue que, tu vois, il aurait économisé des cases... avec l'histoire de Poisson Oracle là, pour nous faire une belle case, une belle page avec le Shenron, ou même tu vois le Hakai de Bilus, il y avait matière à... L'action est quand même vachement découpée sur ce passage là, c'est pas spécialement nécessaire. Surtout que tu sais, c'est pas des combats d'envergure quoi, c'est des trucs un peu secondaires. Donc ouais, là on tombe un peu dans les travers de Toyotalo avec son surdécoupage. Et du coup... Les phases où tu sais il y a beaucoup d'explications, beaucoup de dialogues et que c'est bourré comme ça, je trouve que du coup ça fait vite indigeste à lire. Quand c'est pas très bien aéré, je sais pas, c'est un peu oppressant. J'ai ressenti un peu ça, mais bon après c'est Dragon Ball Super, j'ai envie de dire. Après on a toujours ce côté, hein, j'ai l'impression que ça on va l'avoir tout le long de l'arc. Il est vraiment parti sur une colo différente, beaucoup plus de nuances de gris quand on est chez les haters. Hein. Énormément de nuances de gris, toujours. Hein. Ça fait très bizarre pour du Dragon Ball. J'ai vraiment pas du tout aimé ce passage. Enfin, en termes de visuel, j'ai pas du tout aimé ce passage. Et là, je trouve que c'était très indigeste à lire ça. Mais bon, ouais, après voilà, je trouve que c'était un chapitre moyen, mais qui ma foi fait avancer l'intrigue et au moins a le mérite de faire en sorte qu'on se pose des questions. Ça fait longtemps que je me suis pas interrogé sur Dragon Ball Super et que je me suis pas fait quelques petites théories. Donc pour l'instant ça se suit, on verra qu'est-ce que ça va donner quoi. Voilà, je pense que de toute façon j'arrêterai ici la review pour la VOD. Je ferai un cut ici, voilà, pour ceux qui vont voir que sur YouTube. Du coup, je vous invite à donner votre avis dans l'espace commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis je vous dis au mois prochain pour la prochaine review. J'ai très hâte d'avoir vos avis sur Granola et sur Vegeta. Est-ce qu'il va devenir Akaishi ou quoi, voilà. J'ai hâte d'avoir vos théories. Et pour ceux qui sont avec moi en live, nous on continue.